Bonjour à tous. On va démarrer. Désolé pour le léger retard, on a dû faire un switch de PC de dernière minute, donc on espère que les dieux de la démo seront avec nous et qu'on pourra vous montrer pas mal de choses. Alors c'est parti, on est ensemble pour 45 minutes et on va parler évidemment d'IoT, vous êtes aussi d'eau, donc c'est un sujet qui est présent sur l'ensemble du salon. On va aussi parler de data, on va aussi parler d'IA. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le titre. Et j'aurai la chance d'avoir avec moi quelqu'un de chez Eurovia avec qui on a fait un beau projet et qui nous fera un petit retour d'expérience sur comment justement l'IoT, la data et tout ce qui va avec a permis de rendre plus agile et d'apporter tout un tas de bénéfices à Eurovia. Alors, juste avant de démarrer, je vais quand même me présenter. Donc, moi, je m'appelle Jean-Pierre Riel. Je travaille pour une société qui s'appelle Azeo. Vous pouvez nous retrouver sur le stand Microsoft W108. On est tout simplement une ESN qui font des projets sur les technos Microsoft, donc des solutions IoT, des solutions de développement, des sites web, du back-end, de la data, de l'IA, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans l'écosystème. Et je m'occupe principalement des sujets d'innovation, donc de l'IoT, de l'IA et de la data. Je serai accompagné, mais il se présentera tout à l'heure un petit peu plus en détail, et notamment ce qu'il fait chez Eurovia, mais je serai accompagné pour cette session de Fabrice Blanc, directeur du matériel de chez Eurovia Vinci. J'ai parlé un petit peu d'Azeo, je vais passer très vite ces slides pour gagner un petit peu de temps, mais voilà, retenez juste, on est une société de services, on fait des projets, on est environ 300, ce qui vous donne la taille de l'entreprise, on est une jolie société de services de taille intermédiaire qui font des beaux projets dans le monde de l'IoT et de la data. Juste un petit point, moi je m'occupe de l'innovation, et en termes d'innovation, et ça tombe bien parce que c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans cette session, je traite des sujets principalement, on fait de l'exploratoire et un petit peu de R&D sur des sujets comme les applications intelligentes. Donc pourquoi je ne dis pas juste de l'IA parce que l'important dans l'IA, c'est évidemment de l'incorporer dans les applications. On y reviendra certainement pendant cette session, donc on parle bien d'applications intelligentes. Évidemment, de l'IoT avec principalement le edge computing, mais on travaille aussi sur des choses comme la réalité mixte, donc des nouvelles expériences utilisateurs comme la réalité mixte, mais tout simplement un bon vieux téléphone fonctionne aussi comme expérience utilisateur, un petit peu améliorée pour des applications. Donc comme je disais, retrouvez-nous au stand W108 si vous voulez creuser certains de ces sujets avec moi. On est parti, on parle justement d'IoT, d'IA, de data et comment tout ça peut aider les entreprises à être plus efficientes, plus agiles. Alors évidemment, on aurait pu mettre tout un tas d'adjectifs. Pour démarrer, je vais juste revenir sur quelques chiffres, quelques notions. On peut planter le décor, même si je vais certainement remettre des vérités générales qu'on connaît tous. Mais c'est toujours bien de se les remettre en tête pour juste contextualiser tout ce qui va être présenté par la suite. Une phrase que j'utilise souvent dans les conférences depuis quelques années, c'est de dire que le monde de demain est déjà là. Alors on pourrait dire que c'est un peu facile en période de Covid, mais cette phrase, j'utilise depuis un petit moment. Et en fait, on n'a qu'à regarder autour de nous. On pense souvent que l'innovation ou certaines technologies sont loin devant, c'est encore de la science-fiction, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'entreprise, c'est trop tôt. Et pourtant, en fait, si vous prenez par exemple en Chine, tout ce qui est reconnaissance faciale, paiement par le visage, computer vision, finalement, c'est leur quotidien. Ils font ça exactement. C'est un petit peu moins présent en Europe, mais dans les pays d'Asie, on l'a beaucoup. La voiture autonome, on en parle de plus en plus et on voit qu'elle se rapproche. Alors évidemment, toutes les voitures ne sont pas encore autonomes, mais elle approche. On parle de livraison par drone, on parle de voyage dans l'espace. C'est des choses qui sont vraiment présentes en 2020 et dans un futur très très proche. C'est des choses qui sont déjà là. Donc c'est juste pour bien se mettre en tête que finalement, quand on nous parle d'IA, de choses innovantes, finalement, on les a déjà aujourd'hui et on peut dès à présent les incorporer dans nos process. Pour revenir sur quelques chiffres, IDC nous disait en 2016 que l'IoT avait un impact sur l'économie équivalent au PIB de la Russie. Encore une fois, c'est pour montrer justement l'importance de ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est pas juste, ça va être un gadget, l'IoT va vraiment impacter l'économie. Alors après, on est en 2020, ils prédisaient ça pour 2020. IDC n'a pas sorti de chiffres pour 2020 pour savoir s'ils avaient raison en 2016, mais quoi qu'il en soit, que ça soit 1700 milliards, que ça soit 2000 milliards ou que ça soit juste 500 milliards ou même 1 milliard, vous voyez que l'impact de l'IoT dans notre quotidien, merci, vous voyez bien que l'impact dans notre quotidien, dans nos entreprises de l'IoT est significatif. C'est ça qui est important dans ça.
Autre élément, 25 milliards d'objets connectés en 2010, ça c'est Gartner qui nous dit ça en 2016. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Donc déjà, pour se représenter, ça fait que toute personne vivant sur la planète a en gros 4 objets connectés. Et ça ne paraît pas si déconnant. Alors évidemment, on réagit avec notre vision d'occidentaux. On a tous un Alexa ou un Google, ne serait-ce que notre smartphone qui est ici, qui est un objet connecté. Donc au final, 25 milliards d'objets connectés en 2020, c'est quelque chose qui est assez crédible. Et pourtant, on se dit, c'est quand même énorme. On parle de plus d'objets connectés que de personnes dans la population. Et encore, c'est que le B2C. Si on considère, puisque dans l'industrie, par exemple, tous les automates sont quasiment tous des objets connectés. Donc si on rajoute en plus le B2B et l'industrie, on est largement au-dessus. Je ne vous ai pas mis les chiffres qui sont prévus pour 2025, mais on approche les 100 milliards d'objets connectés. Alors finalement, tous ces objets connectés, tout cet impact sur l'économie, où est-ce qu'ils se retrouvent? On n'est pas sur juste un secteur. Ça impacte vraiment l'ensemble des secteurs. Encore une fois, je ne fais que rappeler des vérités générales. Évidemment, l'industrie est impactée. On a aussi la santé. On voit de plus en plus l'assistance, finalement, soit des objets connectés, mais aussi de l'IA sur la santé. Le smart building, les smart cities, on s'aperçoit que finalement, les objets connectés, donc cet impact sur l'économie, il est vraiment partout. Donc on a tout un tas d'use case. Je vous ai mis un autre slide, c'était juste pour présenter deux choses que des fois on a tendance à oublier. L'agriculture, il y a une révolution vraiment dans la façon dont les agriculteurs travaillent et utilisent l'IoT. Et ce qui est bien en tant que citoyen, c'est en plus pour améliorer la durabilité et la qualité finalement, la préservation des ressources. Donc c'est pas juste pour produire plus de carottes et de pommes de terre. Et l'autre qui est assez intéressant, c'est le retail. C'est de dire que finalement on utilise aussi l'IoT pour améliorer ou changer notre rapport à nos clients. Donc en tant que consommateur, moi je trouve ça bien parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités dans mon parcours client. Et puis évidemment, vous, si vous vendez quelque chose, si vous êtes vraiment le commerçant, vous pouvez améliorer ça. Alors ok, on a des choses, j'imagine que ces chiffres, vous n'avez pas appris ces chiffres, on les trouve dans tout un tas de présentations, mais c'est pour bien expliquer que cette réalité, elle est là. Les projets IoT, l'innovation est là en ce moment. Donc l'idée, c'est maintenant de faire une petite pause là et de dire, et si on se projetait, quel est l'impact finalement, si on peut imaginer un petit peu plus tard. Alors on a une étude de WatchPoint, alors il y en a une qui concerne 2020, qui parle du S&P 500, qui dit que la moitié du S&P 500 sont des sociétés qui ont moins de 12 ans d'existence. Donc on est loin des grandes entreprises qui sont pluricentenaires, avec un savoir-faire, etc. Non, on parle des cloud natives, donc des gens qui embrassent ces nouvelles technologies, et bien finalement elles se hissent directement dans la cour des grands en moins de 12 ans, ce qui est quand même énorme. Je prends l'exemple de ma société, Azeo, on a juste 10 ans, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais pourtant, vous voyez, moi, en une dizaine d'années, arriver à se hisser ici. Donc forcément, on imagine toutes les startups, les licornes, etc., mais c'est un fait important. Mais la statistique là, qui est importante ici, c'est de se dire qu'en 2030, donc dans 10 ans, 60% des métiers n'existent pas aujourd'hui. Alors quand je dis métier, ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'existent pas du tout, mais en tout cas la façon dont on travaille, et ça c'est l'impact que va avoir l'IoT, l'IA, la data et tous ces éléments-là sur l'entreprise, mais la façon dont on travaille, ça va être différent. On va impacter les process, on va impacter les employés, on va impacter tout un tas d'éléments. Donc justement, ce qui est important, c'est de se dire, bon, il faut que je rentre dans cette dynamique d'innovation, parce que je dois réinventer ou je dois changer mes métiers. C'est pas changer d'activité, on est d'accord, si vous êtes dans les énergies, vous allez continuer à faire des énergies, mais c'est juste que les métiers de vos collaborateurs, l'échange que vous allez avoir avec vos clients, avec vos process, va changer. Et donc justement, une phrase que moi j'utilise, l'innovation, ma définition de l'innovation, c'est finalement inventer notre métier de demain, et ça tombe bien parce que 60% ne seront pas les mêmes. Donc c'est maintenant qu'il faut innover pour justement utiliser tout ce qui est autour de nous, toute cette réalité économique qu'on a autour de l'IoT, de la data et de l'IA, pour justement, finalement, inventer notre métier de demain et être prêt pour ça. Et dites-vous bien, souvent je mets un petit corollaire, c'est que si vous ne le faites pas, votre concurrent le fera. Donc, tant qu'à faire, autant rester au maximum dans la course. Donc pour ça, finalement, on va essayer de développer l'innovation. Et l'innovation autour, justement, de l'IoT. Alors je rappelle juste ce qu'on fait, parce qu'au final, alors je le fais vraiment basique, on sait que
On sait tous, et je pense que vous le savez, que c'est un petit peu plus compliqué, mais globalement, l'idée c'est de construire des objets, alors pas forcément des objets qu'on vend, ça peut être tout simplement son outil de production. On construit des objets qui sont connectés à Internet, alors quand on dit Internet, à un réseau pour le coup, qui récolte de la donnée, et là-dessus on va réaliser des actions et prendre des décisions, et donc améliorer nos process. Et c'est ça finalement cette innovation qui fait que les métiers de demain vont changer. Si je prends une autre illustration de ça, pour justement montrer l'impact et le changement que vous allez avoir dans vos métiers, c'est que finalement, ces objets connectés, on pourrait imaginer, avec des actions qu'on prend, donc je vous rappelle la définition juste avant, ici, afin de réaliser des actions et de prendre des décisions, finalement, on pourrait imaginer que tout simplement, on a cette notion de signal, donc je reçois de l'information, je reçois des inputs, des stimuli, et derrière, je fais des actions, donc j'ai cet échange avec ça. Et bien, vous pouvez l'imaginer sur différents éléments. L'engagement avec vos clients, vos consommateurs. Encore une fois, on peut se poser côté citoyen, mais si vous êtes dans le commerce, comment vous allez changer et engager un petit peu plus vos clients dans vos process de vente, dans la fidélisation, etc. Les opérations, pour moi, c'est le plus important au final, c'est comment j'optimise mes process, et c'est là souvent où il y a des métiers qui vont changer par l'avenir, parce que comme les process sont optimisés, voire même les process changent, en fait, on est obligé d'inventer les nouveaux métiers pour caler à ces process. Donc, on va optimiser les opérations là-dessus. Je prends le corollaire, je ne les prends pas forcément dans le sens horaire. Les employés, forcément, si vous changez les process, vous allez changer la façon dont les employés travaillent. Et l'idée, c'est évidemment qu'ils en fassent plus avec le moins d'efforts possible. On est quand même dans un courant quand même où on parle de raison d'être de l'entreprise. On est tous très bienveillants et inclusifs avec nos employés. L'idée, c'est vraiment d'encourager ça et d'améliorer finalement le rapport qu'on a avec nos employés. Et à la fin, les produits, quand on pense qu'il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait imaginé les smartphones qu'on a dans nos poches? Demander à Kodak ce qu'ils pensaient des appareils photo numériques, à l'époque où on faisait encore de la photo avec des pellicules, et demander aux fabricants d'appareils photo numériques ce qu'ils pensaient des smartphones et de mettre une caméra sur un smartphone. Donc vous voyez, les produits se transforment, c'est ça l'innovation. Alors là, pour le coup, on n'a pas forcément changé, on a changé quelques métiers, mais là, pour le coup, on a changé un écosystème et des produits. Alors comment on drive cette innovation? Il y a un point important qui est le démarrage de ça, c'est que, et c'est une conviction profonde que j'ai, c'est que le cloud a été un facteur vraiment, je ne vais pas dire déclenchant, parce que je pense que l'IoT, en tout cas, tout ce qui est automatisé, etc., est quelque chose de bien présent, mais en tout cas, a été un accélérateur fort pour justement amorcer cette révolution. Donc le cloud, c'est 2007-2008 pour le coup, et aujourd'hui, c'est vrai que quand on réfléchit à une solution, on n'a plus à se préoccuper de savoir combien on met de processeurs, combien il faut de serveurs. Il faut que, si je dois aller déployer un data center à l'autre bout du monde, je suis obligé d'aller commander, d'attendre que ça arrive par bateau, par container, etc. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on tourne une molette et hop, on a notre puissance de calcul. Donc ça a été vraiment un élément accélérateur pour cette transformation. L'IoT, évidemment, l'étape, on a commencé à connecter les objets et là, on s'aperçoit que les objets nous causent. Et quand on récupère ces stimuli, les fameux signaux, en fait, je suis capable de prendre des actions. Et puis l'IA, la révolution de l'IA, donc ça fait une dizaine d'années que l'IA est redevenue à la mode, puisque certaines choses dans l'IA, c'est des choses qui ont été théorisées il y a à peu près 50 ans. Ça revient à la mode parce qu'on a des données, parce qu'on a de la puissance de calcul, et on s'aperçoit que ces stimuli, on peut en faire quelque chose et on peut automatiser des choses. Et c'est pour ça qu'on révolutionne finalement ou qu'on innove sur nos métiers. Et enfin, la dernière étape de tout ça, c'est quand on mixe finalement de l'IA, de l'IoT, le cloud, il nous manque quand même quelque chose. C'est qu'on a quand même notre usine ou quelque chose qui va être très local. Et c'est pour ça que le Edge est en train de vraiment être l'enjeu majeur de toute plateforme IoT, parce qu'il y a un moment où on se doit d'être hybride, et notamment de descendre finalement l'intelligence ou la logique applicative directement sur l'Edge. Mais j'y reviendrai, j'ai une petite définition sur le Edge tout à l'heure. Là, je vous ai mis l'idée de l'intelligent Edge. Ce n'est pas une terminologie à moi, là pour le coup je la reprends d'un éditeur qui est Microsoft, qui parle vraiment de son cloud, qui justement est entre guillemets sublimé ou en tout cas amélioré par le fait qu'il y ait des technologies Edge qui permettent d'interagir avec le cloud. Mais on va essayer de l'illustrer, ne prenons pas trop de retard, on a quelques démos qu'on voudrait vous montrer. Je termine juste avec quelques petites notions un petit peu trendy qu'on a dans l'IoT, juste parce que ça va nous servir finalement à illustrer un peu nos démos et les éléments après.
Hop, j'avais oublié qu'il y avait une animation sur celui-là. Le premier, juste retenir le concept que vous connaissez peut-être, de digital twin. L'idée de l'IoT, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce principe de jumeaux numériques. C'est-à-dire que quand on fait de l'IoT, l'objectif, c'est vraiment d'avoir l'objet qui est représenté de façon virtuelle, mais pas à sa création. Ce n'est pas juste j'ai conçu mon objet, je le mets en production et après il va vivre tout seul. C'est que s'il se passe quelque chose sur l'objet, je suis capable de voir, de voir dans son jumeau numérique, donc dans un système informatique, dans une application, ce qui s'est passé. Et inversement, le côté actionnable, si je fais quelque chose sur le jumeau numérique, je suis capable de le répercuter dessus. Donc on a une vraie bijectivité entre finalement les objets qu'on va trouver et leur équivalent numérique qui va nous permettre d'innover et de créer des applications. Rappelez-vous, l'objectif, c'est de se dire comment avec l'IoT et la data, je deviens plus agile, plus efficace, etc. Donc là, le jumeau numérique est un concept, on y reviendra, mais je le prépare ici pour quelques illustrations, pour donner aussi cette définition. Le deuxième, c'est la partie Edge Computing. Alors, je vous laisse une définition de Big Data FR, je crois que c'était JDNet, mais bon, globalement, tout le monde s'accorde sur cette définition. Le Edge Computing, c'est tout simplement de ne pas avoir à faire une aberration. Je vais prendre un exemple. Quand on est sur du computer vision, vous êtes en train de monitorer le flux de 150 caméras, HD ou 4K, vous n'allez pas remonter les 150 flux vidéo sur le cloud pour dire « Ah ben, il n'y a personne ». Ça, vous avez envie de le traiter directement à Edge pour des histoires de coûts, pour des histoires de GDPR, pour des histoires de sécurité, pour des histoires d'efficience, de latence, enfin bref, trouvez l'argument qui va bien, mais en fait, vous apercevez que c'est totalement absurde de se dire que l'IoT, c'est forcément du cloud. Non, l'IoT, c'est forcément hybride, puisque l'objet, il est là, l'objet, il n'existe pas dans le cloud, il est bien physique. Donc, le principe du edge computing, c'est de trouver, finalement, si je le simplifie, c'est de trouver le curseur entre justement qu'est-ce que je vais mettre sur le cloud avec cette puissance quasi illimitée et qu'est-ce que je vais descendre sur le device. Et c'est pas simple parce que les devices, finalement, on peut avoir des choses qui sont très petites avec très peu de puissance. Et quand on parle d'IA, on nous dit souvent on a besoin de puissance, on a besoin de RAM, on a besoin de CPU. Il faut trouver justement les éléments qui vont bien sur le device qui va bien ou le bon compromis entre justement de l'IA et ce fameux edge computing. Et puis un truc tout bête, si on fait de l'IoT, il y a un terme que vous devez connaître, le BOM, le Bill of Material. C'est qu'à un moment, le coût de ma solution, si je dois déployer 2000 caméras dans le monde, c'est pas la même chose si elle doit embarquer énormément de puissance et qu'elle coûte $2000 que si ma caméra coûte à peine $40 et qu'elle a été faite. D'ailleurs, j'ai oublié de l'emmener, mais on a une petite caméra intelligente sur le stand où justement on développe un petit peu ces sujets d'IA Edge. Donc, en petite synthèse un petit peu de ce qu'on va voir, et maintenant après on va illustrer justement des cas d'usage pour faire ça, mais le point c'est de se dire, rappelez-vous l'innovation, on est là pour préparer, inventer notre métier de demain, on est là pour se transformer collectivement, ça peut être Azeo, mais c'est aussi vous. Et finalement, si je prends le combo gagnant de l'IoT, de l'IA, alors il y a forcément de la data au milieu, la data est partout, au final, dans tout ça, c'est un petit peu comme le sang dans le système sanguin. Donc, si je combine l'IoT, la data, l'IA, et en plus que j'y mets une touche d'applicatif, parce que l'IA toute seule, ça ne sert à rien. L'IoT tout seul, on fait juste de la télémétrie. L'important, c'est l'application que vous allez mettre dessus. Ça, c'est la combinaison gagnante pour l'entreprise et rendre l'entreprise efficiente et agile. On va essayer de l'illustrer avec 4, finalement, un petit peu usages, et 4 niveaux, 4 choses que vous pouvez faire, justement, en combinant de l'IoT, de la data, de l'IA et d'autres choses, pour justement améliorer ça. Le premier cas d'usage, et c'est celui aussi où il va y avoir le témoignage de Fabrice et la petite démo, c'est tout simplement de se dire, déjà faisons de la télémétrie, consultons nos données. Bon, ça vous allez vous dire, c'est pas trop compliqué, on met quelque chose, il est connecté, on récupère les données, je suis capable de voir le capteur, la veille, à combien il était. Maintenant, l'idée, c'est de faire ça à l'échelle, c'est de faire ça sur des milliers de capteurs, c'est de faire ça presque en temps réel, mais c'est aussi avoir l'analyse et comprendre ce qu'il y a, par exemple la détection d'anomalies ou des choses comme ça. Ça là-dessus, hop, je vais passer sur ce slide, sur la culture des données. L'idée, c'est de se dire que votre objet connecté qui communique vous envoie de la donnée, les fameux signaux qu'on a vus tout à l'heure, faites-en, consultez-les, mais surtout analysez-les. Ayez un mindset data culture. C'est vrai que j'ai passé très vite, mais je cite Satya Nadella. Ayez un mindset data culture, et c'est ça qui vous aide à innover et à transformer. Mais le mieux, c'est juste de montrer, alors je vous rassure, ça va être extrêmement rapide comme démo. Je voulais juste montrer, au final,
ce type de tableau de bord, je pense que, hop, je vais mettre en plein écran, hop. Ce type de tableau de bord assez basique, mais me permet de regarder. Donc là, ici, on a des capteurs de température, d'humidité que j'ai mis dans les locaux d'Azéo à Paris. Tout simplement, on a les outils aujourd'hui pour pouvoir aller voir ce qui se passe et se dire, tiens, c'est quand même bizarre. Ici, j'ai un pic, là, j'ai une baisse. En fait, en gros, quand on analyse, donc là, je fais une analyse très opérationnelle. En fait, le capteur, il est à côté d'une clim. Et puis, quand la clim démarre, d'un coup, ça chute, ça fait baisser l'humidité. Et ça fait... monter l'humidité et baisser la température. Je crois que c'est ça, pour le coup. Donc ça, c'est consulter les données. Là, je n'ai pas encore analysé. Ce qui va être intéressant avec l'analyse, c'est de se dire, et là j'ai un autre exemple, et vous allez voir, on peut se dire, mais c'est quoi le rapport avec l'IoT? C'est tout simplement un bateau qu'on a connecté. Alors, c'était en 2017, on avait fait un petit projet IoT avec notre skipper, qui est aussi le DAF d'Azéo. Et finalement, on a mis des capteurs IoT sur le bateau pour récupérer tout un tas d'éléments. Mais l'idée, ce n'est pas juste d'avoir les points, de se dire, à 8h32, le troisième jour, il y avait combien de vent? Non, c'est de faire de la vraie analyse. Donc derrière, on a mis ce type de tableau de bord. Hop, j'aurais dû le précharger. Hop, il faut le temps qu'il démarre. On a mis ce type de tableau de bord. Et là, on a un vrai outil d'analyse de données qui va permettre de transformer, lui, sa façon dont il aborde sa course. Optimiser, changer les manœuvres, etc. C'est ça l'analyse. C'est transformer de la donnée qui pourrait être totalement brute en quelque chose qui va être utilisable, sur lequel vous allez pouvoir prendre des décisions. L'autre exemple qu'on a ici. Hop. Voilà. Alors ce graphe, allez. Moi, je ne le comprends pas trop, mais là, vous mettez ça à notre skipper, il est capable de prendre des décisions avec ça. Voilà. Je ne vais pas prendre le temps de vous l'expliquer, tout simplement parce que on est un petit peu juste en temps. Mais vous voyez, c'est le premier cas d'usage, c'est comment on utilise les données. Et là, justement, je vais laisser la parole à Fabrice, j'ai beaucoup parlé, qui va justement nous parler et nous montrer de ce qui est fait à Eurovia. Alors déjà, qui es-tu? Que fais-tu à Eurovia? Et quelle est la mission d'Eurovia? Si tu veux la zapette. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis directeur matériel pour une partie du scope d'Eurovia. Eurovia, on doit avoir le slide derrière, voilà. Eurovia, c'est la branche contracting route du groupe Vinci. Donc on est bien évidemment partenaire de tous les territoires pour développer toutes nos solutions et puis réaliser tous les chantiers. Donc vous avez tout un exemple de chantier autour. Donc l'avantage qu'on a au niveau de notre entreprise, c'est qu'on maîtrise la totalité du process. C'est-à-dire qu'on va démarrer au caillou, au niveau des carrières, on va faire nos enrobés, on va faire nos chantiers, on va même faire la maintenance derrière. Donc un peu toutes les photos que vous pouvez voir ici. On est articulé autour de 4 métiers, les matériaux, donc ce que je disais, c'est le début. Après, derrière les usines d'enrobés, les travaux, et on termine avec la maintenance, y compris avec la maintenance de service hivernal, qu'on peut faire aussi bien sur autoroute que dans n'importe quelle industrie quand il y en a besoin. Un slide rapide sur les chiffres. Eurovia, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors cette année, malheureusement, avec le Covid, ça sera un petit peu moins, mais c'est un peu l'ordre d'idée. Un point qui est très important, parce que ça va nous expliquer d'où était notre intérêt après, c'est que sur nos entités, c'est plus de 330 agences dans le monde, et c'est plus de 38 000 chantiers par an. C'est-à-dire que la durée moyenne de chantier, c'est moins de 2 semaines. Donc on voit beaucoup les gros chantiers qui peuvent être autoroutiers ou autres. Mais s'il faut reprendre juste quelques bordures devant l'entrée ici, ça va peut-être être un chantier d'une journée, 2 journées. Donc nos machines sont très mobiles, donc on avait un véritable besoin d'avoir un suivi. Dans le même temps, en tant qu'entreprise quand même importante, voire même grande entreprise, comme on peut dire aujourd'hui, on a des objectifs qui sont travaillés ensemble avec le groupe Vinci. Donc l'objectif de moins 40% d'émissions de CO2 en 2030 par rapport à aujourd'hui a été annoncé en début d'année et nous ferons bien évidemment tout pour le tenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va gagner avec des évolutions moteurs, avec un certain nombre de choses, mais il faut aussi qu'on change les mentalités, il faut aussi qu'on sache où est-ce qu'on consomme précisément pour pouvoir effectivement derrière diminuer. On ne peut pas baisser les consommations si on ne sait pas ce qu'on consomme. Donc la première des choses, c'est effectivement ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, il faut déjà avoir l'information, faire de la télématique. Donc notre but, c'est de géolocaliser pour économiser, faciliter la maintenance, bien sûr, parce qu'elle nous fera gagner également derrière. Et puis partager l'information, parce que tout le monde dans l'entreprise doit savoir où sont nos machines et ce qui se passe avec elles.
Donc l'un des projets IoT sur lesquels on vous a accompagné a cet objectif, hein, mais il était principalement sur une partie très précise, hein, qui était le fleet management, donc justement. Tout à fait, le fleet management. Donc ça, c'est cette slide. Le fleet management, pour moi, dans le métier du travaux public, ça a démarré en 2001. Les premiers qui ont connecté les machines, c'était Caterpillar. Donc en 2001, Caterpillar a connecté les machines, puis après, très vite derrière, Komatsu, Siemi, Liebherr aussi, Volvo aussi. Donc tous les grands noms de matériel, de construction de matériel. Et la chose que je leur disais à chaque fois quand je les voyais à cette époque-là, je leur disais, c'est très bien, mais si je veux suivre mon parc matériel, le bureau de mon responsable de dispatching ou de responsable du matériel, ça va ressembler à une salle de la NASA, c'est-à-dire qu'il va y avoir des écrans tout autour de la salle, parce que chacun sera connecté à son propre intérêt. Voilà, donc l'intérêt, c'était quoi? C'était ça, c'était de dire que on enlève ça, on enlève toutes ces connexions, on les remet toutes à un seul endroit. Donc là, en l'occurrence, Azeo nous fait travailler avec Azure. Et derrière, on a nos analyses en direct sur Power BI. Exactement. Donc l'idée, ça a été de créer une plateforme IoT pour justement récupérer tous ces stimuli, hein, je prends toujours cette analogie, qui vient des différents véhicules, mais aussi finalement, il y a des stimuli qui viennent de SAP, de données référentielles, etc. Tout à fait, oui. Tout ça est agrégé, on a notre plateforme IoT, donc on est capable d'avoir une vision. Rappelez-vous le jumeau numérique, un petit peu, alors on n'y est pas encore sur ce projet-là, mais imaginez, je vois toute ma flotte d'un point de vue numérique, et après justement, comment on fait pour analyser ça par la suite? Et bien évidemment, toutes ces données-là, elles sont liées aujourd'hui avec notre ERP. On est en train de changer notre ERP, on était sous SAP, que beaucoup doivent connaître. On passe à la nouvelle version de SAP, et dans le cadre de notre projet qu'on a appelé eCube, on va connecter plus de 50 applications numériques. Donc là, notre suivi de flotte avec Azeo va être l'une des 50, mais à chaque fois, on sera lié avec toute la traçabilité et toute l'intégrité, la totalité, je veux dire, de nos informations qui sont au niveau de l'entreprise sur le matériel. Okay. Juste avant de passer à la démo, parce que l'idée, c'est de vous montrer l'application, et je tiens à le souligner, c'est souvent rare de montrer l'application en live, donc merci Fabrice de faire la petite démo après. Juste avant qu'on passe, hein, juste pour qu'on comprenne bien, hein, globalement, on est sur 12 000 véhicules par an, ouais. Mais je crois que vous en avez connecté beaucoup plus que l'idée de base. On l'a vu tout à l'heure, hein, 40 000 chantiers par an. En fait, ça ne nous produit pas énormément de données. On est globalement à 12 millions de points de données par mois. Mais évidemment, on a fait une plateforme. Demain, si Caterpillar, Liebherr envoie plus d'informations, l'idée, c'est de pouvoir faire. Et donc, là, le point, c'est comment ces 12 millions de points, pour ne pas avoir le fameux tableau de bord de la NASA de Fabrice, comment on fait pour les analyser et travailler avec. Alors l'intérêt aussi qui est quand même énorme sur ce qu'on a fait, et là je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais des caméras qu'il faut installer partout dans le monde si elles coûtent trop cher. Là en fait le système aussi que nous a fait Azeo, c'est qu'à partir du moment où un véhicule, une machine, n'importe quoi est connecté, en fait on va par le biais de l'API aller chercher à cette connectée-là, et donc elle est automatiquement intégrée dans notre scope. Je prends l'exemple, moi j'ai une 508 en termes de voiture, ma voiture aujourd'hui, elle est sur mon smartphone. On sait où elle est, on sait combien j'ai de kilomètres exactement, on sait quand il y a la vidange à faire. L'API de Peugeot, demain, sera connectée chez nous et on aura tous nos véhicules de fonction qui seront également, ou nos véhicules de chantier qui seront également connectés en n'ayant rien besoin de faire d'autre. Voilà. Parce que 12 millions de points, effectivement, ça fait quand même un petit paquet. Donc, petite démo, si on marche. Hop, tu es sur les slides là. Oui, mais ça va m'ouvrir. Ah ok, d'accord. Ouais, tout est prévu. Logiquement. Donc voilà. Voilà aujourd'hui, là on est en temps réel, vous voyez 6555 machines, on est en live. Ce sont toutes les machines qui sont machines, camions et quelques voitures, mais il n'y en a encore pas beaucoup pour l'instant, qui sont connectées. Donc ça c'est le tableau c'est l'application que nous a fait Azeo. Donc avec un certain nombre effectivement d'informations sur la gauche, on peut aller sur un tableau de bord, on peut redescendre au niveau des équipements, on a des codes alertes. Donc si on descend sur le tableau de bord, voilà ici, donc sur les engins, on a des consommations, on a des temps de travail par jour, des temps de ralenti, parce que le temps de ralenti est très important pour nous. Si on veut essayer d'économiser du carburant, il faudra bien évidemment arrêter nos ralentis. Je vais passer sur celle d'après parce que celle-là, voilà, elle est filtrée. Donc ici, on se retrouve pour le gars qui est local au niveau des carrières de la Normandie. Voilà toutes ces machines, il a 42 machines connectées, donc lui quand il arrive là, il est là-dessus. Et puis après derrière, il peut descendre sur son tableau de bord à lui.
où il va donc revoir ses heures de travail par jour, ses temps de ralenti, ses consommations. Il peut être sur ses machines, il peut passer sur ses camions. Là, il est sur les 7 derniers jours, il peut passer à la dernière journée ou passer sur 30 jours. C'est tout ce qu'il peut faire. Voilà. Après, derrière, il va descendre sur un équipement pour aller voir un peu plus en détail ce qui peut se passer. Donc là, on redescend sur une machine. Donc là, vous avez les graphiques ici qui vous montrent les temps de ralenti qui sont en rouge par rapport au temps de fonctionnement, les consommations de carburant jour par jour. Donc tout ça, on l'a en direct. Et vous avez même ici la carte avec les coloris des points qui vous montrent où est-ce qu'il a fait les temps de ralenti. Donc là, on est sur une carrière. Et si on avait des alertes données par le constructeur, parce que c'est aussi pour ça qu'on en a besoin, on les aurait ici en dessous. Et donc, on saurait qu'on a eu une surchauffe moteur, par exemple, tel jour à telle heure, ou qu'on a eu un problème de boîte de vitesse. Donc, tout ça, c'est un tableau de bord pour aller le regarder, mais c'est aussi beaucoup derrière de la récupération de données. J'aurais tendance à dire qu'avec Azeo nous a fabriqué un peu un gros chalutier, c'est-à-dire qu'on sort les filets, on ramène toutes les données, et puis après, on les retrouve ici. Ces données qui sont intéressantes, elles vont rentrer dans notre ERP à côté. Je parle aujourd'hui, par exemple, des alertes. Les alertes à aujourd'hui, il faut venir les regarder ici, mais demain, à partir du moment où on aura une alerte d'un niveau élevé, ça créera automatiquement une notification au niveau du chef d'atelier concerné par la machine, et ça lui ouvrira automatiquement donc un ordre de travail à donner à un de ses mécaniciens pour aller intervenir sur la machine. Donc en plus, on va gagner du temps en saisie, on va gagner du temps en tout. L'objectif qui a été donné dans notre projet eCube, c'est de dire qu'une data doit être saisie une seule fois au maximum. Là, en l'occurrence, grâce à ce que nous récupérons avec Azeo, toutes ces datas-là, on ne va même plus avoir besoin de les saisir. Elles arriveront directement, elles seront traitées. En effet, alors justement, tu me donnais, il y a un point qui était important là-dessus, c'était aussi de donner de l'autonomie aux utilisateurs. Alors, on n'est pas encore à l'automatisation, mais ça va arriver. Mais aujourd'hui, tu me racontais une anecdote qui est aujourd'hui quelqu'un qui veut juste voir les alertes d'un certain niveau ou d'un certain type de véhicule, globalement avec l'outil, puisqu'on n'est pas directement sur le capteur, on a quelque chose, on a une plateforme et on a de l'outil qui nous permet de consolider ça et de croiser ça avec SAP par exemple. Bah, finalement, en quelques clics, on est capable de se créer son tableau de bord, son alerte. Et je crois que c'est ce que toi, tu avais fait. Voilà. Je ne sais pas si tu avais prévu de la montrer. Mais on est capable de le faire ici. C'est-à-dire qu'ici, je me mets un mail et je m'abonne à l'email de cette page-là. Donc, quand je suis sur ma page d'alerte, par exemple, je peux dire en tant que responsable matériel des ateliers de la région lyonnaise, j'ai mon parc qui est mis. Je vais me mettre le soir sur mes codes alerte. Je sais qu'à 18h30, en règle générale, je quitte le dépôt. Donc à 18h, je m'abonne à un email qui est cette page-là. Et cette page-là, sur laquelle j'ai dit, je veux toutes les alertes qui sont de niveau important. Donc à 18h, j'ai automatiquement un mail qui tombe. Et je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 machines. Peut-être qu'il va falloir aller voir demain matin, envoyer quelqu'un pour voir en urgence, parce que j'ai des soucis. Bon, ça, c'est parce que pour l'instant, on n'est pas encore complètement intégré. Donc même là, en utilisant Power BI sur l'appli Azeo, on a déjà cette fonctionnalité aujourd'hui, donc on a déjà fait un pas en avant. Et demain, on le fera encore plus, puisque ça sera directement intégré au niveau de notre ERP avec la création d'un ordre de travail pour les mécaniciens. Et ça illustre, alors certes, ce n'est pas une transformation radicale du métier, mais ça illustre le type de transformation qu'on doit faire quand justement on invente un petit peu le métier de demain. Demain, l'objectif, ça va être de maîtriser cette donnée pour justement avoir les bonnes alertes qui vont bien. Et pas être en mode où j'ai mes tableaux Excel et tous les matins, je passe 1 heure à checker tous mes véhicules, à reporter des chiffres, etc. On amorce un début de transformation. Évidemment, Fabrice à son niveau en tant que directeur matériel, mais l'application elle a été pensée pour un chef de chantier, pour un equipment manager. Pour tout le monde, y compris pour le chauffeur d'ailleurs, puisqu'on a dans les mois qui vont arriver une poursuite d'activité avec Azeo pour faire ce qu'on appelle une application, enfin une appli chauffeur. Donc c'est-à-dire que le chauffeur, quel qu'il soit sur sa bécane, sur sa machine ou sur son fourgon, il aura son appli sur son smartphone et en fait il aura sa machine. Donc ça lui permettra également de voir d'abord s'il a des problèmes sur sa machine. Ça lui permettra au passage de se comparer éventuellement avec ses collègues pour dire tiens, pourquoi est-ce que je me fais toujours engueuler par mon patron parce que je passe trop de temps au ralenti. Il verra que sa machine elle est beaucoup plus au ralenti que les autres de la même catégorie, dans la même région ou voire en France. Donc voilà, donc on va essayer d'accompagner aussi le changement pour nos gars. De ce côté-là, on a toujours un peu la peur de se dire oui, mais est-ce qu'on va pas trop loin pour eux et autres. On se rend compte la plupart du temps que tous nos chauffeurs, même les plus anciens, aujourd'hui ils ont tous un smartphone, ils ont tous des enfants, ils sont tous intéressés par ce genre de sujet-là. Et finalement, ils sont tous preneurs.
Donc voilà, donc on va continuer d'accompagner la transformation. Et c'est vrai que cet IoT qui est présent partout et la possibilité de tout récupérer au même endroit, là on a fait un vrai pas en avant. Donc maintenant on a les données, on va commencer à les analyser. Et puis après, on verra si on peut mettre un peu d'intelligence artificielle dedans ou pas. Aujourd'hui, sur ce genre de machine, puisque là on est plus sur les machines mobiles chez nous, moi j'ai plutôt tendance à dire que l'intelligence artificielle ne nous servira pas à grand chose. Parce qu'on n'a pas deux machines qui travaillent exactement de la même façon, au même moment, avec les mêmes origines. Donc voilà. Ok, donc ça c'était finalement un des premiers usages, mais qui en fait est une brique. J'ai passé rapidement, il y a éventuellement on vous partagera les slides. La maturité de la donnée, la première des choses, c'est déjà de savoir consulter et analyser les propres données qu'on a. Et si on parlait justement de ces émissions de CO2, il y a Peter Drucker qui dit on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc la première des choses, c'est de le mesurer et en effet de pouvoir avoir ce feedback et de dire où sont les temps de ralenti élevés, puisque si je veux baisser mes émissions de CO2, je dois consulter ce chiffre et faire les éléments. Ce qui nous permet de prendre les décisions. Et donc justement, c'est un peu le deuxième usage, c'est, moi j'appelle ça rendre actionnable la solution. L'idée, c'est pas juste de dire oh bah, j'ai récupéré le chiffre, 23 litres, oh bah, j'aurais pensé plus ou j'aurais pensé moins, et puis on s'arrête là. L'idée, c'est de prendre des décisions d'une part, mais pourquoi pas prendre des actions. L'illustration avec finalement la génération automatique d'un ticket en cas d'alerte particulière. Pourquoi pas aussi d'avoir des choses qui vont être automatiques si un conducteur ou un véhicule consomme trop par rapport aux autres. L'idée, c'est de rendre actionnable la solution. Et pour ça, on va faire justement, on va utiliser ce fameux digital twin, on va parler aussi de device twin. Un device, au final, est vu comme quelque chose qu'on peut actionner. Ce n'est pas juste quelque chose qui vous envoie l'information. OK, il y a un capteur X qui vous renvoie une valeur toutes les millisecondes, mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir appuyer sur un paramètre ou de pouvoir lancer une action. Alors, j'ai une toute petite démo pour illustrer ça, mais vous allez voir, alors c'est juste parce qu'elle est... Et bien, au final, j'ai perdu la connexion. Allez. En fait, c'était juste pour expliquer qu'on a un device IoT qui est dans nos bureaux chez Azeo. Et en fait, très rapidement, donc ce device, il a juste une méthode. Alors, je n'ai pas réussi à le lancer, mais je l'ai sur mon téléphone. Donc, on a fait une petite application. Il y a une journée de développement. Hein, c'est du low-code. Hein, on a fait ça avec Power Apps. Et j'ai un bouton clignoté qui va me permettre de piloter ça. Alors hop, il y a juste un petit peu de temps, le temps que tout se réveille et que ça passe par le cloud. Mais en fait, nous, on a fait un device, c'est juste un Raspi qui a une méthode qui dit clignote. Alors, s'il veut bien démarrer. Voilà. Et donc, moi, j'ai la main, je peux changer la couleur, j'ai tout un tas d'éléments qui va me permettre d'actionner finalement mon device IoT. Alors, quand j'ai présenté ça, on m'a dit « Ah ouais, j'ai acheté le même sur Wish pour 10 € et je peux le faire aussi chez moi. » On est d'accord, là, ça coûte un petit peu plus cher, il y a un petit peu plus de matos, mais l'avantage, c'est qu'on est sur une plateforme IoT. Donc, à l'échelle, je peux très bien avoir chaque conducteur, si je suis dans le cas d'Eurovia, chaque personnel, donc les gens dont je veux transformer le métier, qui vont avoir ce type d'application et qui vont pouvoir actionner des choses. Alors ok, là j'ai fait clignoter une lumière dans mon bureau, hein, on est d'accord, c'est pas foufou comme démo, mais mine de rien, tout ce qui est dans l'architecture pour pouvoir faire ça, fait que je peux gérer ça à l'échelle de mon entreprise, à l'échelle du monde, justement avec ma plateforme IoT, en gérant évidemment la sécurité, les éléments, etc. Donc le deuxième usage, c'est finalement de bien se dire, je rends actionnable les choses. Ma solution IoT, c'est pas juste, je collecte de la donnée, je regarde et je note juste l'information. L'idée, c'est de rendre ça actionnable. J'accélère un petit peu parce qu'il nous reste très peu de temps et je dois arriver à la conclusion. Les deux derniers points, il y a deux derniers usages. Le premier, c'est de rendre ce qu'on appelle l'IoT intelligent. Donc, je vais revenir un petit peu sur de l'IA assez rapidement, mais juste pour bien être d'accord sur ce qu'est l'IA. L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste d'avoir mis quelque chose qui dit si jamais la température est trop haute, alors tu éteins le device. Ça, ce n'est pas de l'IA, ça c'est juste de l'applicatif. L'IA, on est dans le monde du prédictif, c'est-à-dire qu'on va développer des algorithmes qui nous renvoient une valeur entre 0 et 1, et après c'est votre code qui va choisir ce qu'il y a à faire. Je prends l'exemple, et vous viendrez le voir sur le stand, on a une petite caméra intelligente qui détecte masque ou pas masque. Bah, globalement, elle voit des gens, et elle dit, je pense que la personne en haut à gauche n'a pas son masque, je suis presque sûr que celle qui est devant a son masque, et j'ai un petit doute, mais je suis plutôt confiant sur ça. Après, c'est l'applicatif, c'est vous qui le rajoutez. Donc finalement, mettre de l'IA, on est dans un monde prédictif, mais qui nous ouvre tout un tas de possibilités. Parce que ce prédictif, on est sur des choses qui normalement sont faites, on parle souvent de cognitif, de cognition, qui sont souvent faits par le cerveau humain. Exemple, le computer vision, l'idée c'est je vois quelque chose et je suis capable de l'interpréter.
Si vous rajoutez les sens, donc la vision, mais aussi on parle aussi de l'étude de la voix, etc., finalement, vous rendez l'objet un peu plus intelligent parce qu'il a une connaissance finalement de son environnement. Hop, je vais passer ça. Maintenant, le challenge de ça, et je terminerai sur la partie IA, et je serai ravi d'en discuter avec vous après la session, c'est finalement de se dire, parce qu'il y a plein de développeurs qui développent des super trucs d'IA, donc souvent on recrute un data scientist, il demande un MacBook déjà pour démarrer, tout marche bien, il a son GPU, il a une machine qui coûte 3 ou 4 000 euros, ça marche bien. Sauf que vous, le problème, c'est que l'algorithme, il doit tourner sur un petit device que vous avez acheté par paquet de 100 000, qui est venu de containers de Chine. Et là, on a un problème, c'est ce qu'on appelle l'IA at edge. Donc, on doit optimiser et améliorer les éléments d'IA. Donc là, il y a tout un pan qui arrive. Il y a le matériel, il y a les frameworks. Beaucoup de gens travaillent là-dessus, mais l'un des challenges sur l'IA, c'est de pouvoir faire ça. Autre usage, dernier usage dont je voulais vous parler pour justement transformer et utiliser l'IoT, la data et l'intelligence artificielle pour justement être innovant et transformer vos métiers et améliorer vos process, c'est tout ce qui va être, alors on parle de X-Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, alors je ne vais pas revenir dans des définitions, surtout qu'en plus il y a quelques controverses sur le sujet, mais l'idée c'est de se dire que finalement, et là je vais vous rappeler finalement mon histoire de jumeaux numériques, l'idée c'est de se dire que j'ai un équivalent, donc là c'est pas juste j'ai l'information du capteur et je sais qu'il est à 12 degrés ou à 12 tours minutes. Non, en plus, je suis capable de le représenter dans l'espace. Donc, on rajoute cette notion de « je vois où il est dans l'espace ». Et il y a deux usages qu'on a ça. L'usage un peu, je dirais, bureau d'études, simulation. L'idée du jumeau numérique, c'est de se dire, si je suis capable d'avoir exactement toutes les caractéristiques de mon device et que je mets ça sur un bureau d'études, je peux lancer des simulations. Donc, par exemple, là, on utilise beaucoup la notion de jumeau numérique et liée avec des notions de réalité mixte ou de réalité augmentée pour justement créer de la simulation et finalement tester des choses à moindre coût, puisque je n'ai pas l'objet forcément à fabriquer, parce que potentiellement, je suis que sur du virtuel. Donc ça, c'est un usage qu'on peut avoir. Vous noterez un HoloLens. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, comme dans Minority Report à l'époque, qui était assez visionnaire, c'est finalement de voir l'objet comme s'il était là. Mais un autre usage qu'on voit beaucoup, et qui, à mon avis, pour moi, c'est là où j'ai plus de conviction sur le sujet. Alors, il y a les sujets de maintenance, mais globalement, ce qui est intéressant sur l'image que j'ai choisie, c'est finalement de se dire que je pense que demain, il n'y aura que quelques métiers qui utiliseront quelque chose comme l'HoloLens. En tout cas, tant que c'est lourd, avec peu d'autonomie, et cher aussi, pour le coup, puisque c'est pas donné comme device, il y a un truc, Fabrice l'a dit tout à l'heure, on a tout ça dans notre poche, au final, et le processeur qu'il y a dessus nous permet justement d'augmenter la réalité. Vous couplez ça avec l'IoT, la data qui tourne autour de l'IoT, et bien finalement les opérations de maintenance, finalement je sais qu'il y a un problème d'un capteur qui se trouve quelque part, finalement en mode réalité mixte, je suis capable de superposer mon fameux jumeau numérique avec mon jumeau physique, donc vous avez certainement le terme digital, finalement on rentre dans ce monde-là en mixant les deux. Donc finalement le point c'est la réalité mixte qui est ça. Juste un commentaire, ouais. Tu as raison Jean-Pierre, on a un fournisseur d'usine d'enrobage italien, pour ne pas le nommer, qui a commencé à faire ça pour ses mécaniciens et qui nous le propose pour les toutes dernières générations d'usines d'enrobés, donc c'est là où on fabrique les enrobés pour construire les routes après derrière, où en fait on peut par le biais de, alors pour l'instant c'est encore des HoloLens, mais on peut, pour le mécanicien qui rentre, quand il arrive à un endroit, il a ses pièces détachées, il a tout, tout est en réalité augmentée comme ça, et c'est assez bluffant. Ouais. Et ça fait gagner un temps fou. Oui, puis je parlais du téléphone, mais faites le tour du salon, il y a plein de gens qui ont des devices durcis, évidemment, qu'on peut porter, qu'on peut mettre sur soi, etc. Évidemment, on n'est pas dans l'atelier avec un téléphone à 800 €, voire plus cher, pour faire ça. Allez, juste un petit mot de conclusion, on a démarré avec 1 minute de retard, et on va finir avec 1 minute de retard. Ce qu'on a essayé de transmettre dans cette session, ce qu'on veut retenir, c'est l'innovation. L'idée, c'est vraiment de transformer les choses, puisque le monde de demain est déjà là et il faut y participer. Il ne faut pas être juste spectateur. On est sur des choses qui sont réalisables et que vous pouvez commencer dès maintenant. Et le point de départ, ici, ça serait l'IoT, mais vous allez voir que c'est cyclique, c'est qu'en mettant en place des solutions IoT, le jumeau numérique, en connectant finalement mes employés, mes produits, mon usine, mes opérations, etc., vous générez de la data. Cette data, elle va être utile à plusieurs choses, consulter, analyser, pourquoi pas entraîner un modèle d'IA, il faut de la data pour entraîner un modèle d'IA pour justement
Faire quoi? Rendre actionnable. Donc, je vais faire une application qui va ensuite actionner, générer une action. Sur quoi? Sur mon jumeau numérique avec l'IoT, qui derrière va me régénérer de la data, etc. Donc, on est sur un cercle vertueux d'innovation. Le point de départ, c'est de dire, je connecte, je transforme mon processus en le connectant. Hein, L'IoT est devenu un peu ce mot valise, mais l'idée, c'est de se dire comment je rends digital, comment je change mon process, comment je connecte mon process, justement pour l'améliorer. Donc, on a vu quelques usages, on a été un petit peu vite sur certains sujets. N'hésitez pas, si vous voulez venir en parler avec nous. On sera sur le stand 108 ou même là, hein, si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour rentrer dans les différents détails. Mais le point de départ de votre voyage d'innovation, de votre transformation et inventer vos métiers de demain, il va démarrer avec notamment de l'IoT, de la data, de l'IA, et derrière, tout va suivre. Merci. Merci.